Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 septembre et bienvenue dans ce dernier journal d'information de la semaine sur TV Vendée. Au sommaire, une nouvelle unité de méthanisation à Grosbreuil. C'est la 13e installation de ce type en Vendée. La Vendée qui fait partie du top 3 des départements producteurs de biométhane. Le transport de marchandises par voilier se développe de plus en plus. Ce jeudi, 6 tonnes de marchandises en provenance du Portugal ont été déchargées au Sables d'Olonne. Et puis à l'occasion des Journées du patrimoine, nous irons à la rencontre d'un passionné de voitures de sport de collection. Il présentera ce week-end un roadster très rare lors d'une exposition à Landronde. La Vendée est le 3e département producteur de biométhane en France. Le biométhane, un gaz vert, local et entièrement renouvelable, produit à partir de déchets agricoles. 4 ans après le lancement du projet, une nouvelle unité de méthanisation agricole est entrée en service sur le site de Gachetière à Grosbreuil, où l'on retrouve Anaïs Escalona. Donc derrière nous, c'est le 13e site de méthanisation en Vendée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le biométhane est une énergie 100% renouvelable, 100% verte? Très clairement, en fait, c'est le bon exemple de la Gachetière, c'est qu'on produit du gaz avec les déchets de l'exploitation agricole. Et donc le gaz est un produit local, produit localement et qui vient en fait alimenter nos besoins du territoire. Et en quoi ça peut servir justement cette énergie, le biométhane? Alors, différentes utilisations, on a les utilisations historiques, c'est-à-dire à la fois pour chauffer les habitations, l'eau chaude et la partie cuisson. Et puis depuis quelques années, on l'utilise également dans la mobilité. Donc le gaz a une autre appellation, c'est le bio-GNV, gaz naturel véhicule. Et donc effectivement, il vient permettre de faire rouler des camions et des bus notamment. Oui, quand même. Donc même les particuliers peuvent utiliser le biométhane. Il y a aussi des véhicules particuliers effectivement qui roulent au gaz. Et donc la Vendée, c'est aussi le 3e département producteur de biométhane en France. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on s'en rende compte? Alors, tout à fait, Anaïs. En fait, le gaz en Vendée, on fait partie des 3-4 premiers départements de France en termes de production. 13 unités de méthanisation qui vont produire 285 millions de kilowattheures, ce qui globalement représente un peu plus de 12% de la consommation vendéenne annuelle. Et pour vous donner un peu une projection sur les prochaines années, on prévoit en 2025 de doubler ce pourcentage-là, on sera à peu près à 20%. Et horizon 2030, on devrait être aux alentours de 46-48%. D'accord, donc c'est l'équivalent de quoi concrètement? Alors en termes de consommation, c'est 285 gigas, ça correspond à peu près à la consommation de 50 000 logements. Et dans la mobilité, c'est à peu près 1200 bus qui roulent à l'année sur le territoire. Donc c'est pour vous l'énergie du futur, il faut continuer à ouvrir ce type de site-là? Alors, c'est l'une des énergies du futur. Hein. Le futur, c'est un mix énergétique avec de l'électricité, du gaz, du bio-GNV, du biométhane et puis de l'hydrogène. Mais effectivement, on a une volonté politique aujourd'hui en Vendée qui nous permet de mettre en avant cette énergie et qui nous permet d'être dans les 3 premiers départements de France. Éducation à présent, depuis le 11 septembre et jusqu'au 22 septembre, des évaluations sont instaurées pour l'ensemble des élèves de CM1 sur le territoire national. C'est une nouveauté cette année. Ces évaluations des acquis ont lieu en début d'année scolaire afin de mesurer le niveau de chaque enfant en français et en mathématiques. Elles se déroulent en 6 séquences de 25 à 30 minutes chacune. Avant, les évaluations étaient plutôt pour les CP et du coup les CE1. Et c'est vrai que cette année apparaissent pour les CM1. Donc pour l'école, nous, ça couvre 32 élèves, donc sur 2 classes. Et c'est vrai que ça a donné une photographie, puisqu'il n'y a pas eu forcément d'évaluation CE2, en début de cycle 3, pour pouvoir envisager la suite et l'accompagnement, notamment en préparation CM2 et collège. Moi, ça va me permettre d'avoir une photographie assez claire des compétences des élèves dès le début de l'année, et donc de savoir un petit peu de là où démarre chaque élève et de pouvoir adapter, différencier les activités selon les compétences des élèves. Le voilier Le Galant a jeté l'ancre ce jeudi au Sables d'Olonne après 10 jours de navigation. Particularité de ce bateau, il transporte des marchandises. Dans ses cales, des produits bio qui sont acheminés vers des associations et des entreprises locales. Le transport de fret à la voile est un moyen alternatif propre qui séduit de plus en plus. Reportage Anaïs Escalona. 6 tonnes de marchandises à décharger aujourd'hui. Dans ce tonneau, de l'huile d'olive ou encore des amandes bio. Ces produits venant du Portugal ont voyagé en voilier jusqu'au Sables d'Olonne en 10 jours. Un mode de transport alternatif qui plaît de plus en plus. On utilise notre moteur de propulsion le moins possible
En gros, on l'utilise en quasiment uniquement pour les manœuvres de port. Et après, le reste du temps de la navigation, on utilise les voiles pour la propulsion. On essaie de transporter au maximum des marchandises qui sont bio, qui sont éthiques. Et en plus de favoriser les circuits courts. C'est la 7e année que la compagnie fonctionne sur ce modèle éthique. Elle œuvre en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Pour le fondateur du projet, la rentabilité de ce type de transport à la voile reste une priorité. On a un petit bateau qui transporte quelques tonnes, et ce qui fait que si on fonctionnait juste en transport pur pour des tiers, on n'arriverait pas à faire fonctionner la boîte financièrement. Donc on prend aussi quelques passagers et depuis 3 ans, on a développé notre marque de produits à nous, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10% des cargaisons qui nous appartiennent, que ce soit du café, du sucre de canne, du rhum, et que nous on revend en faisant un peu de plus-value sur ces marchandises qui sont de très haute qualité. L'entreprise vend ses marchandises à des associations et entreprises locales, mais aussi aux particuliers. Prochaine étape après les Sables, direction Noirmoutier. Direction Saint-Denis-du-Perret maintenant, où Anne et Laurent Douillard, éleveurs de brebis et d'agneaux, ont obtenu le label Valeur Parc Naturel Régional. Après la viande bovine, les fromages, le miel, les pâtes, la bière, la farine, le pain, le maraîchage et les légumineuses, c'est la première fois que de la viande ovine obtient cette labellisation. Cela permet d'intégrer le réseau des 105 prestataires Valeur Parc Naturel Régional et de bénéficier d'un accompagnement spécifique dans le projet. Ces éleveurs possèdent actuellement 120 brebis et 60 agneaux. Cette valeur parc du Marais Poitevin, elle dépend d'un référentiel. Ce référentiel, c'est un référentiel national qui dépend de l'ensemble des parcs de France. Et ensuite, on l'adapte au niveau de chaque parc. Et en ce qui concerne le parc du Marais Poitevin, cette labellisation ovine, c'est surtout en particulier des élevages ovins qui est basé sur une alimentation en herbe avec du pâturage. Cette labellisation ovine, elle a plusieurs sens. La première, c'est d'une part de mettre en valeur cette filière. D'autre part, elle va respecter le pâturage, c'est-à-dire que c'est important avec l'alimentation de ces différents moutons, mais en même temps c'est aussi le maintien du milieu, puisque ce sont des moutons qui vont pâturer, ça permet de maintenir des prairies, c'est donc un maintien de biodiversité lié à ce biotope, mais ça va être également l'entretien de digues, ils vont être utilisés aussi sur ce territoire. On rentre dans un réseau du coup où tout le monde se connaît, on se fait connaître, c'est une réelle aide pour l'installation. Ça va être un accompagnement financier et aussi sur la communication beaucoup. Étant donné qu'on fait de la vente directe, ça permet d'avoir une communication sur ce qu'on fait et sur la vente qu'on peut développer. Une toute nouvelle plateforme pour les victimes de violences sexuelles dans le milieu des clubs sportifs a été récemment mise en ligne. Elle s'intitule Balance ton sport et elle a été créée à l'initiative de la députée vendéenne Béatrice Bellamy et de sa collègue Sabrina Sebaï. Elles font toutes les deux partie de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances dans le mouvement sportif français, mise en place au mois de juillet. En se connectant sur le site balancetonsport.fr, les victimes peuvent livrer leurs témoignages de manière anonyme. Ce week-end sera marqué par les Journées européennes du patrimoine, un événement qui se décline cette année autour des thèmes du patrimoine vivant et du patrimoine du sport. Le public pourra découvrir de nombreux sites, mais pas seulement. À Landronde, des voitures de sport seront exposées. Parmi elles, un roadster très rare de 1931, restauré par un habitant d'Esnay que Grégoire de Châtillon a rencontré. Cette voiture d'exception a 92 ans. Son propriétaire en est très fier. Il faut dire que des roadsters de cet âge-là, cela ne court pas les rues. Je suis amoureux de vieilles voitures depuis 50 ans. Et j'ai évolué. Au début, j'avais pas trop d'argent, donc j'en ai fait une que j'ai revendue et tout ça et tout. Et je cherchais ce genre de modèle. Pas forcément une Citroën, mais ce genre de modèle en roadster. Il en resterait, je dis bien, il en resterait environ 8 en état de marche. En épave, on ne sait pas, il y en a sûrement qui traînent à droite à gauche, mais en état de rouler, il n'y en aurait que 8. Pour Denis Perrotto, cette Citroën AC4F de 1931 est sa dernière voiture de collection, dit-il. C'est aussi sa préférée. Acquise il y a une vingtaine d'années dans un mauvais état, cet habitant d'Esnay a largement participé à sa restauration. À l'époque, en 1931, pour posséder une décapotable sportive comme celle-ci, il fallait non seulement avoir de l'argent, mais aussi avoir un peu envie de frimer. J'ai trouvé cette carrosserie qui me plaît énormément, ben voilà, ça me fait plaisir, mais frimer, non. Regardez la plaque d'immatriculation, on y retrouve à gauche
son année de construction. C'est grâce à un ami dont le beau-frère était le responsable à l'époque des services carte grise à La Roche-sur-Yon. Je lui ai demandé si c'était possible, il m'a dit oui. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, lors de l'après-midi de ce dimanche 17 septembre, la Citroën de Denis Perrotteau sera exposée, tout comme cette autre voiture de collection, dans le parc du Logis de la Gourderie, situé à Landronde. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur votre météo du week-end. Samedi matin, des nuages seront présents, quelques averses à prévoir sur La Roche-sur-Yon, température comprise entre 18 et 20 degrés. L'après-midi, le temps restera instable et les températures seront encore hautes, entre 23 et 28 degrés sur l'ensemble du département. Dimanche, le temps sera beaucoup plus instable et même orageux avec de la pluie le matin. Ce sera un peu plus calme l'après-midi, mais encore très chaud avec des températures allant jusqu'à 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce week-end, vous pourrez retrouver l'essentiel de l'actualité de la semaine dans l'Hebdo, présenté par Julie Morini. Et puis lundi matin, à partir de 7h, vous avez rendez-vous avec François Pérez pour la matinale. Très bonne soirée et excellent week-end à tous.